La plus belle femme du monde. En ce temps-là, Math, fils du dieu Manannan, régnait avec sagesse sur le Gwynedd. Près de lui vivait son neveu, Gwydion, auquel il enseignait la magie, et sa nièce Arianrhod. Celle-ci était réputée dans tout le royaume pour sa beauté, mais aussi pour ses colères, et son entêtement est d'autant plus redouté que, elle aussi magicienne, elle jetait volontiers un sort à quiconque la contrariait. Elle se prétendait encore jeune fille lorsque, à sa grande honte, elle ressentit les douleurs de l'enfantement devant toute la cour de Math. Son frère, Gwydion, recueillit l'enfant dont nul ne connaissait le père et l'éleva. Quand le petit eut atteint sa 4e année, il le mena à Arianrhod, dans la forteresse au bord de la mer où elle s'était retirée. « Voici ton fils, dit-il. » Le bambin leva vers sa mère un visage rieur. Ses membres déjà robustes et son intelligence éveillée remplissaient Gwydion d'orgueil. Pas un instant, le brave homme n'avait douté qu'en voyant d'un enfant aussi charmant, le cœur de sa mère se mettrait à fondre. Or, Arianrhod, furieuse de voir ainsi ressurgir un passé qu'elle préférait oublier, ne se laissa pas attendrir. Cependant, elle cacha son irritation pour demander « Quel est son nom ?»« Il n'en a pas encore, » répondit Gwydion. « Il te revient de le nommer. »« Cela me revient en effet, » s'écria Arianrhod, laissant libre cours à sa colère, « et je jure que sa destinée sera de ne pas avoir de nom, tant que je ne lui en aurai pas donné un. » Là-dessus, elle rentra chez elle en claquant la porte au nez de son frère, lui laissant sur les bras un enfant sans nom. Le lendemain, Gwydion, profitant des leçons de Math, usa de la magie pour changer son visage et celui de l'enfant. Il couvrit ce dernier de guenilles et, déguisé lui-même en cordonnier, il retourna à la maison d'Arianrhod dans sa compagnie. Tandis qu'il feignait de mesurer le pied de la jeune femme, le gamin s'amusait à chasser les oiseaux dans la cour. Un roitelet se posa sur la margelle du puits. Un caillou lancé par le petit lui brisa une patte. À son âge, avoir une telle précision dans le geste, admira Arianrhod. Quel enfant brillant! Je n'en ai jamais vu qui ait la main aussi sûre. Ce sera donc son nom, dit Gwydion, en reprenant son aspect et en rendant à son neveu son visage. Brillant dans la langue ancienne, se disait le. L'enfant fut donc appelé le à la main sûre. Bien entendu, Arianrhod enrageait de s'être laissé ainsi berner. Puisque, pour m'abuser, il a pris l'apparence d'un galopin du peuple, je jure qu'il ne portera arme ni cuirasse que je ne lui ai donné moi-même, rugit-elle, avant de disparaître derrière les murs de sa forteresse. Gwydion continua à élever le, mais celui-ci, quand il atteignit sa taille adulte, devint sombre. Pas besoin d'être devin pour comprendre la raison de son humeur. Pour un membre de la classe des guerriers, il n'y avait pas pire honte que d'être exclu du métier des armes. Mais comment aurait-il pu transgresser cet interdit sans attirer le malheur sur lui et ses troupes? Quelle jeune fille voudra d'un homme maudit par sa propre mère, soupira-t-il. Gwydion se dit qu'il devait absolument intervenir. Il prit l'aspect d'un barde et se rendit chez Arianrhod, en compagnie du garçon dont il avait également changé l'apparence. Le soir, Gwydion charma l'assemblée par ses récits. On le fêta comme il convenait, et on lui offrit, bien sûr, l'hospitalité pour la nuit. Au petit matin, il monta sur le plus haut des remparts et, par magie, il donna à la crête des vagues l'aspect de navires armés. Peu de temps après, Arianrhod pénétra dans la chambre, qu'il avait regagnée en toute hâte. « Mauvaise nouvelle, dit-elle. Une flotte vogue vers nous. J'ignore encore s'il s'agit de pirates ou de Fomoriers, mais nul doute qu'il y aura bataille. Partez avant qu'ils ne débarquent. »« Princesse, répondit le faux poète, nous avons reçu chez toi bon accueil. Ne néglige pas les pouvoirs d'un barde et laisse-moi t'aider. Je saurai, par des incantations dont j'ai le secret,
priver tes ennemis de leur force et de leur courage. Quant à mon disciple, il n'est pas encore assez versé dans les 3 sciences du langage pour prononcer des malédictions efficaces. Mais son bras est vigoureux, et, si tu lui confies une arme, il combattra pour toi. Enchanté de recevoir du renfort, Arianrhod fit apporter un casque, une cuirasse et une épée. À peine les eut-il revêtus que la flotte disparut. Dans un grand éclat de rire, Gwydion retrouva son visage. « Eh bien, c'est fait !» s'écria-t-il. « Tu as armé ton fils de tes propres mains. » « Puisqu'il en est ainsi, » hurla Arianrhod. « Hors d'elle, ce jeune homme aura pour la destinée de ne pouvoir prendre femme de la race qui peuple cette terre. Et moi, rugit Gwydion, passant de la gaieté à l'exaspération, je jure qu'il aura une femme quand même. » Pour agiter, il se rendit auprès du roi Mat pour se plaindre d'Arianrhod et lui demander conseil, car il n'était plus question cette fois de jouer au plus fin. « Il faut que tu m'aides. J'ai engagé ma parole, et où trouver une femme qui ne soit pas de cette terre ?»« Assurément, dit Mat, cette malédiction est la plus cruelle de toutes. Je connais et sa nature généreuse. Maintenant que sa main est armée, il sera sans aucun doute le plus ardent guerrier de mon royaume. Comment tolérer qu'il soit condamné au célibat par la faute d'une femelle irascible et rancunière ?» Ils réfléchirent en buvant force bière. Puis Mat déclara: « En associant ma magie avec la tienne, nous donnerons une leçon à Arianrhod. Recueillons la beauté et la grâce pour fabriquer une femme digne de l'eux. Si elle sort de nos mains, elle n'appartiendra pas à la race humaine, et la malédiction de ta sœur sera sans effet. » Ils cueillirent les fleurs du chêne, les boutons du genêt, et la reine des prés. Toute la nuit, à la lueur de la lune, ils les pétrirent en prononçant des incantations d'une grande puissance pour en former la plus belle femme du monde. Puis, satisfaits de leur œuvre, ils lui donnèrent le nom de Bloodweb, ce qui signifie visage de fleurs. Ils l'amenèrent à l'eux et posèrent sa main dans la main du jeune homme, muet d'admiration. Les épousailles eurent lieu aussitôt. Seulement, voilà. On peut être magicien et méconnaître le cœur des femmes. Il avait paru tout naturel à Mat et Gwydion d'offrir Bloodwell à l'eux. Il avait paru tout aussi naturel à l'eux d'accepter. Mais personne n'avait songé à demander son avis à Bloodweb. À vrai dire, elle ne s'en était pas vexée, car, venant juste d'être créée, elle ignorait tout de la vie. Pendant quelques mois, elle mena auprès de son époux une existence facile et sans surprise. Le, éperdu d'amour, satisfaisait la moindre de ses demandes. Elle se croyait heureuse. Or, un soir, alors que le était parti rendre visite à Mat, un serviteur vint l'avertir qu'un homme demandait à parler au maître de maison. « Puisque mon époux est sur les chemins, je le recevrai, » dit-elle. Quand le visiteur parvint devant elle, il resta d'abord stupéfait par une telle beauté. Retrouvant, avec peine, l'usage de la parole, il se présenta. « Je me nomme Goran. En poursuivant un cerf, je me suis égaré. Mon cheval est fourbu, il est tard. M'accorderez-vous l'hospitalité pour cette nuit ?» Gorenouille n'avait pas la grâce de l'œuf. Pourtant, sitôt qu'elle l'aperçut, Bloodwed éprouva pour lui un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait chaud, elle avait froid. Elle ne savait plus que faire de ses mains qui tremblaient. Elle oublia tous les visages pour ne plus voir que celui du chasseur. Gorenouille, bien sûr, répondit immédiatement à cet amour. Quel homme résisterait à la plus belle femme du monde? Il la suivit dans sa chambre, le cœur battant. Le lendemain matin, la séparation leur parut insupportable. Gorenouille resta donc auprès d'elle, aussi longtemps qu'il le put, mais, à leur grand chagrin,
On annonça bientôt le retour de l'E. « Tu dois partir, dit-elle, mais ne m'oublie pas. » Comment le pourrais-je? Désormais, où que j'aille, je serai en hiver. Pourquoi n'est-ce pas toi que j'ai connu en premier? Se plaignit Bleudevel, qui ajouta, non sans mauvaise foi, mon époux est une brute, un rustaud, si seulement. Elle se blottit une dernière fois contre lui. Des larmes embuaient ses yeux, les yeux de la plus belle femme du monde. Grenouille ne put le supporter. Je reste, je vais le défier et le tuer. Non, je mourrai s'il t'arrivait malheur. Or, il sort toujours vainqueur de ses combats. Je soupçonne quelque magie là-dessous, sois patient. Je trouverai le moyen de me libérer. Le arriva peu après, tout heureux de retrouver celle à qui il ne cessait de penser nuit et jour, car la nuit avait moins de mystère, et le jour moins d'éclat que le visage de sa bien-aimée. Aussitôt, il remarqua la tristesse de son épouse. Troublé, Le lui en demanda la raison. « C'est que, texta-t-elle, je m'inquiétais de te savoir sur des chemins peu sûrs. » Le se rengorgea. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne crains pas plus les brigands que l'ennemi. »« Vraiment? Et pourquoi cela? Oublies-tu que je suis d'une famille de puissants magiciens? Un charme me protège. On ne peut me tuer, à moins d'employer un javelot, dont le fer aura été battu pendant une année entière. Et ce n'est pas tout. On ne peut me porter un coup quand je suis dehors, ni à l'intérieur d'une maison. De plus, on ne peut m'atteindre quand je monte à cheval, ni si je suis à pied. » Bleudevel convint qu'il n'était assurément pas facile de lui porter tort. Mais, à tout hasard, elles firent à Grenouille de commencer à forger la pointe du javelot, et de ne point s'arrêter avant de l'avoir battu une année entière. Ce terme échu, Grenouille la retrouva en secret pour lui annoncer que l'arme était prête. Et comment se débarrasser de lui quand il n'est ni dans une maison, ni dehors, ni sur un cheval, ni à pied? En un an de temps, Bleudevel avait eu le temps d'y réfléchir. Ce n'est pas difficile. Tous les matins, il va se baigner dans la rivière. Là, il n'est pas dans la maison. Toutefois, comme il est entouré d'eau, il n'est pas non plus dehors. Il n'est pas sur son cheval. Néanmoins, comme il nage, il n'a pas les pieds sur terre. Le lendemain, Grenouille s'embusqua sur la rive. Sitôt que Le commença à nager, il le frappa. Le poussa un cri, mais au lieu de couler à pic, il se métamorphosa en aigle et s'envola. Grenouille, cloué sur place par la stupéfaction, le vit disparaître derrière un rideau d'arbres. Seules quelques gouttes de sang, répandues par l'oiseau pendant sa fuite, témoignaient du drame. Quand Grenouille pénétra dans la cour de la forteresse, Bleudevel se précipita vers lui. Mais son sourire se figea lorsqu'elle avisa la mine sombre de son ami. « Que se passe-t-il? Ton javelot a-t-il manqué sa cible? » ?»« Non, répondit Grenouille. Cependant, et il raconta l'étrange spectacle auquel il avait assisté. Bleudevel chercha à le réconforter. C'était dans la nature de Le de ne rien faire comme les autres. Qu'il meure sous sa forme humaine, ou sous l'apparence d'un volatile, quelle importance? Puisque l'aigle perdait son sang, il ne pouvait avoir volé bien loin pour lui faire plaisir. Grenouille parut rassuré, mais, au fond de lui-même, une sourde inquiétude gâchait sa joie. Il n'avait pas tort de se méfier. Bientôt le bruit vint aux oreilles de Matt et de Gouillon que Le avait disparu et qu'un inconnu en avait profité pour prendre possession de sa maison, de sa femme et de son domaine. « Roi, dit Gouillon, je n'aurai de repos avant de retrouver la trace de mon neveu. Va, compagnon, et mène une enquête diligente, car un crime impuni menace la prospérité d'un royaume. » Gouillon parcourut tout le pays, mais nul ne peut le renseigner. Au bout d'un an,
il trouva refuge pour la nuit chez un porcher. Le repas achevé, son hôte lui dit « À la profondeur de ton regard, je devine que tu es un savant versé dans les sortilèges. Peut-être sauras-tu me conseiller. Depuis un an, une de mes truies se comporte étrangement. Au lieu d'aller paître des glands à l'orée de la forêt avec les autres cochons, elle s'éclipse de bon matin et ne revient qu'à la nuit tombée. Pensant qu'elle avait trouvé un riche pâturage, car elle est la plus grosse de toutes les bêtes, j'ai voulu la suivre. Mais elle finit toujours par disparaître, comme par enchantement, sans laisser d'empreinte. À mon idée, seul un magicien pourrait ne pas perdre sa trace. Gwydion avait prêté une grande attention au récit du porcher. Il lui paraissait de bon augure d'être tombé chez lui un an jour pour jour après la disparition de l'œuf. Le lendemain matin, il suivit donc la truie. Elle remonta à la rivière jusqu'à un vallon. Là, elle commença à dévorer la carcasse d'un rapace. Ce n'était pas un oiseau ordinaire, car elle avait beau s'empiffrer, la charogne ne diminuait pas. Gwydion écarta la truie, rassembla les os de l'aigle, et prononça une incantation. Le volatile retrouva non seulement la vie, mais aussi son aspect d'origine. L'oncle et le neveu tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Toutefois, l'œuf était tellement maigre et affaibli qu'il lui fallut une année entière pour récupérer ses forces. Un matin, jugeant sa convalescence achevée, il revêtit son casque et sa cuirasse et se rendit chez Matt. Je dois maintenant lever des troupes pour me venger de l'homme qui, par malice, s'est emparé de l'épouse et du domaine que tu m'avais donné. Matt l'y autorisa, car cela était juste. Quand Goronouille vit approcher de la forteresse une puissante armée à la tête de laquelle chevauchaient Leu et Gwydion, il se porta seul à sa rencontre. Leu, lança-t-il, il serait injuste que de nombreux guerriers meurent pour une querelle privée. Leu le lui accorda. Qu'exiges-tu en réparation de l'outrage ? Demanda Goronouille. Leu ne voulut accepter ni or ni argent. Ce que tu me donnerais m'appartient déjà, expliqua-t-il. En vérité, tout ce que j'ai eu, tu l'as. Ma femme, mes chevaux, mes terres, tout, à l'exception du coup de lance qui me perça la poitrine. Comblons aujourd'hui cette lacune. À mon tour de te porter un coup de lance. Ainsi nous serons quittes. Si j'avais connu ta valeur, jamais je n'aurais porté atteinte à ta réputation. Mon tort est d'avoir cru les paroles enjôleuses d'une femme, mais tu es bien placé pour savoir qu'aucun homme ne peut lui résister. En raison de cette circonstance atténuante, permets-moi de dresser entre toi et moi la pierre plate que je vois sur la grève. Lieu y consentit, mais il porta un coup si terrible que son arme transperça la pierre aussi bien que l'homme. Désespéré, Lodvet fait assister au duel depuis le haut du mur de sa demeure. Elle sursauta en apercevant une ombre à côté d'elle. Tandis que l'attention des gardes était distraite par le combat des deux chefs, Gwydion avait pénétré à l'intérieur de la forteresse. Son visage farouche annonçait ses intentions. Je n'ai pas peur de mourir, dit Lodvet, puisque je partagerai ainsi le sort de l'homme que j'aime le plus. Mais depuis quand accomplis-tu les basses œuvres de ton neveu ? Je sais que devant toi, malgré sa colère, aura la faiblesse de l'enfant. C'est donc à moi qu'appartient la vengeance. Pourtant je ne te tuerai pas, puisque, par ta faute, il a souffert une longue agonie sous la forme d'un oiseau. Je te transformerai à ton tour en oiseau. Et comme, même sous cet aspect, tu pourrais encore le séduire, je te ferai en sorte qu'il ne te rencontre pas sous la lumière du soleil. Et il l'amétamorphosa en hibou. Plus tard, quand Matt lui demanda pourquoi il ne l'avait pas tout bonnement tué, Gwydion répondit, un peu gêné. Il n'aurait pas été juste que je la punisse d'être telle que je l'avais créée. Matt sourit dans sa barbe.
Il savait bien que Gwydion mentait un peu. Quel homme aurait pu porter une main brutale sur la plus belle femme du monde? Cette histoire est vraie, bien entendu. Si vous ne le croyez pas, allez voir sur la berge de la rivière Inver. On y montre encore une pierre percée d'un trou. Les Gallois l'appellent la pierre de Gornouille.